Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, votre podcast hebdomadaire ultra néolibéral. Et je suis avec Edouard aujourd'hui. Edouard, bonjour. Salut Manu. Pour aujourd'hui, donc pour vous présenter votre 10e épisode de Free Lunch, et on voulait faire un spécial inégalité et vous parler donc plus particulièrement, notamment vous l'aurez deviné, de l'étude récente qui a été publiée par Oxfam sur l'accroissement des inégalités entre les 1% des plus riches sur la planète et les 99% les plus pauvres de la planète. Et déjà commencer peut-être un peu sur juste pour par rapport à l'étude qui a été publiée, elle est quand même, on va dire, pas très très sérieuse. Et ce qui a été intéressant de constater, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'économistes qui en ont parlé, et pas que ceux dont on s'attendait à ce qu'ils réagissent. C'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment eu des économistes qui d'habitude sont en pointe, entre guillemets, sur les questions d'inégalité, les questions des questions sociales, et qui, là, ont quand même dit, non mais Oxfam... Ouais, c'est pas honnête. Ils déconnent. Oui, voilà, il y a vraiment des choses qui nous ont marqué. Et on juste déjà rien que commencer sur le fait que ce qui mesure leur mesure de leur richesse, donc qui est basé sur le patrimoine, est quand même très très biaisé. Premier point, déjà à les entendre, on croirait qu'il y a plus de pauvres que que les Américains sont plus pauvres que les Chinois, d'une certaine façon. Donc tu disais, Edouard, t'avais trouvé sur le graphique des bizarreries sur le nombre de pauvres. Ouais, parce que si on prend leur manière de calculer qui est riche, qui est pauvre, en fait, ils prennent le patrimoine et ils retirent les dettes. Et donc, ça amène à des aberrations telles que un étudiant américain à Harvard qui a pris un crédit pour faire ses études est plus pauvre qu'un réfugié syrien. Là, quand on regarde au niveau de la planète, selon leur étude, parmi les 10% les plus pauvres sur la planète, 7,5% sont aux États-Unis. Enfin, ça paraît complètement absurde. Et pour bien expliquer, c'est parce qu'en fait, l'étudiant qui sort de Harvard, donc il a aucun patrimoine positif entre guillemets. Par contre, il a une dette, donc ce qui le tire vers le bas. Alors qu'un réfugié syrien qui n'a absolument rien, comme il n'a pas de négatif, il n'est pas pauvre entre guillemets. Voilà, selon leur méthode de calcul. Selon leur mesure. Donc ça donne des résultats complètement ahurissants, quoi. Et pour être riche, pour faire partie des 1% les plus riches, quand on pense aux 1%, c'est des gens qui prennent des bains de champagne, qui avec des pina coladas, et qui prennent des jets privés pour aller en vacances ou en week-end. Mais concrètement, si on prend selon leur étude, il suffit, entre guillemets, d'avoir un patrimoine de 650 000 euros pour faire partie des 1%. Donc, ça correspond pas à l'image qu'on se fait des 1%. En gros, voilà, une grande partie des Français font partie des 1% selon leur mesure. Oui, un Français sur 8, en moyenne, possède un patrimoine d'au moins 650 000 euros. Alors c'est vrai que 650 000 euros, ça paraît beaucoup. Concrètement, 650 000 euros, disons-le, c'est un appartement. C'est un appartement à Paris. C'est une maison sur laquelle, je sais pas moi, une maison dans une ville qui a pris un peu de valeur, mais ça vient vite entre guillemets. Quelqu'un qui a un tant soit peu de patrimoine, 650 000 euros. Sur la durée complète d'une vie, c'est pas si énorme. Et donc on se retrouve dans la situation où un Français sur 8 fait partie du 1% le plus riche du monde. Et c'est ce qui est, selon leur méthode de calcul, ce qui est quand même assez déroutant au premier abord. Alexandre Delegue a fait un excellent article, on vous mettra le lien sur le blog de France Info. Il explique, par rapport à leurs projections qu'ils font par rapport à l'avenir. Dans cette étude, ils disent que les 1% les plus riches vont bientôt détenir 50% de la richesse mondiale. Sauf que quand on regarde les courbes, eux, ils ont fait un petit focus sur les dernières années. Si on regarde de manière un peu plus large, on fait un focus plus large, on se rend compte que les inégalités de fortune mondiale sont revenues au niveau de celles de l'an 2000. Donc ça, évidemment, c'est moins porteur que les 1% vont bientôt devenir la moitié de la richesse mondiale d'ici 2015. Voilà, il y a plein d'anomalies comme ça. C'est du sensationnalisme en fait, comme on le disait en préparation de l'émission. Les médias l'ont repris en masse cette étude parce que c'est dans un contexte de pauvreté, de stagnation économique. On n'a pas d'espoir pour l'avenir et cette étude, elle tombe à pic. Ça rentre dans le biais des gens. Voilà, ça nourrit le biais des gens concernant la situation actuelle. Voilà, c'est une question de timing. C'est-à-dire que, effectivement, dans une situation économique dans laquelle, de façon objective, les 1%, entre guillemets, les plus grosses fortunes s'enrichissent et où la majorité des gens
prennent de plein fouet le contre-coup de la crise, l'austérité dans certains pays, etc. Enfin, il y a vraiment un problème. Je veux dire, en France, on peut parler du chômage, on peut parler de la baisse des salaires dans des pays comme la Grèce, l'Espagne. Enfin, il y a un réel appauvrissement concret pour beaucoup de personnes, et c'est vrai que cette étude tombe, aussi mauvaise soit-elle, elle tombe dans un contexte où les gens, ça se raccroche à quelque chose qu'ils vivent. Donc effectivement, voilà, il suffit de faire un peu de sensationnalisme là-dessus. C'est un peu comme quand on va avoir des articles très exagérés venant d'une presse, une certaine presse d'extrême droite qui va parler du grand remplacement et de l'islamisation de la France, ce genre de choses. Bah c'est effectivement, si on sort un article comme ça en plein milieu des attaques de Charlie Hebdo, ça va avoir un écho qui va être totalement différent que dans un autre contexte. Donc l'étude d'Oxfam s'est propagée clairement parce qu'il y avait un contexte très favorable pour. Mais c'est très ethnocentré en fait, parce que voilà, ces problèmes-là ils sont réels, mais c'est vraiment en France, c'est en Europe si on prend de manière ça plus large. Mais si on regarde à l'échelle mondiale, on en a déjà parlé dans le podcast précédent, l'extrême pauvreté se réduit grandement. Selon les données de la Banque mondiale, elle a été réduite, l'extrême pauvreté, de plus de 50% depuis 1990. Alors oui, en France, il y a des réels soucis. Le 99% des gens, voilà, il y a des baisses des salaires, chômage de masse, c'est dur, on n'a pas d'espoir pour l'avenir. Quand on regarde à l'échelle mondiale, c'est pas vraiment le cas. Les inégalités ont cessé de se réduire depuis des dizaines d'années. Donc et très là, ethnocentré comme étude. Voilà, et surtout on se heurte au problème de la mesure. C'est-à-dire que si on dit que les inégalités c'est le 1% contre de l'autre côté le 99%, bah dans ce cas-là, la période parfaite de l'histoire de l'humanité, bon, c'était l'Homo sapiens quand on se jetait des cailloux. Là, effectivement, il n'y avait pas d'inégalité. Donc c'est un instrument. Le problème, c'est que faire la mesure du 1% versus 99%, on pourra en parler de façon plus ample, mais c'est une mesure qui est très 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 approximative et on peut malheureusement lui faire dire absolument tout et n'importe quoi. C'est une mesure qui peut être intéressante, mais qui est à prendre avec beaucoup de pincettes, qui est à prendre dans le contexte, et c'est une mesure qu'il faut agrémenter derrière d'autres mesures et d'explications si on veut un tant soit peu la comprendre. Mais si on sort comme ça de son chapeau le coût du 1% versus le 90%, bah effectivement c'est un peu difficile d'avoir une analyse vraiment objective de la situation sociale des différents pays, pas que des pays occidentaux d'ailleurs. Et donc concrètement, on va entrer un peu plus dans les détails. Comment s'enrichissent en fait les 1%? Parce que, enfin, au-delà du fait que leurs données sont très biaisées, qu'il y a beaucoup d'anomalies, c'est indéniable que les plus riches n'ont cessé de devenir plus riches. C'est indéniable. Alors, est-ce qu'on peut trouver une explication libérale par rapport à ça? On a peut-être un premier élément. D'ailleurs, ça rentre dans l'actualité parce que Mario Draghi de la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'ils allaient faire du quantitative easing. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est? Oui, alors ça c'est quelque chose sur lequel, donc pareil, je remettrai le lien dans la description, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé l'année dernière sur le même sujet des inégalités, donc c'est pour ça que l'étude elle est, alors là vraiment le fait qu'on en parle aujourd'hui c'est un timing absolument parfait, parce que comme tu l'as dit, donc Mario Draghi, selon toute vraisemblance, va annoncer des programmes de rachat massif de créances, et l'année dernière, j'avais expliqué que il y a un programme, donc ce qu'on appelle un programme de quantitative easing. C'est quelque chose qui est en place depuis des années et des années aux États-Unis, où concrètement, pendant des années, on a déversé littéralement des dizaines de milliards dans les marchés financiers, en disant, vous allez voir, ça va créer des jobs, ça va créer des jobs, ça va créer des jobs. Bon, au final, la création des jobs, elle a attendu le contre-choc pétrolier. On n'a pas vu tout cet argent. On a mis littéralement des dizaines de milliards tous les mois. C'était en moyenne, au plus haut, c'était 85 milliards tous les mois. En disant, voilà, on va jeter. C'est l'idée. C'est une version, c'est une version assez perverse de la théorie du versement. C'est on jette des milliards sur les riches, on jette des milliards sur les entreprises, et puis comme par hasard, ça va créer. C'est vraiment une analyse très perverse de la théorie du versement. Et donc c'est ce qui a été fait aux États-Unis. Et aujourd'hui, on est en train de dire en Europe, on est en train d'applaudir parce qu'on va mettre en place exactement le même le même système. Et moi, je trouve que ça m'échappe complètement qu'on puisse défendre un tel mécanisme, alors que je veux dire, si vous arrosez les riches, si vous arrosez le patronat avec de l'argent, ils poussent pas des emplois, ça se saurait.
Ça serait historiquement en fait la Fed, donc la Banque centrale américaine n'avait jamais hésité à le faire. Ça faisait partie de ses mandats de relancer l'emploi, et donc ça faisait partie de ses prérogatives que de faire pleuvoir l'argent public sur les marchés financiers. C'était pas le cas pour la BCE qui, suite à son origine et à ses liens très forts avec l'Allemagne et la Bundesbank allemande qui est assez rigoureuse, n'avait que pour objectif de maintenir une inflation peu élevée. Donc officiellement, ça ne faisait pas partie de ses rôles que de relancer l'emploi par des rachats de créances qui consistent à faire pleuvoir l'argent public. Mais donc on revient de plus en plus là-dessus. C'était déjà le cas pendant la crise de 2008-2009. On a fait du rachat de dettes grecques et autres. Enfin, la BCE a déjà commencé à aller au-delà de son mandat d'être traditionnel pour acheter des dettes. Et là, visiblement, ça va vraiment aller au-delà de ça. On va vraiment y aller. On va rentrer en plein dedans. Et Mario Draghi officiellement va annoncer qu'on entre réellement dans du quantitative easing, alors que jusqu'à présent on le faisait à demi-mot, quoi. Oui, et donc juste pour préciser entre guillemets, ce dont on parle, c'est de l'émission entre guillemets de monnaie qui va pour aller racheter derrière des créances, des dettes d'entreprise. Donc concrètement, on crée de la monnaie pour aller alimenter des marchés financiers. Ça ne crée pas d'emploi. Je pense qu'il faut vraiment le dire là-dessus. La politique, je vous mets au défi de trouver un économiste qui puisse vous affirmer, il y a peut-être Paul Krugman entre deux posts sur son blog. Les keynésiens purs et durs. Mais même, voilà, et encore, faut vraiment trouver peut-être les plus hardcore j'ai même pas envie de dire les keynésiens les plus durs. C'est quand même une logique assez perverse que de dire on va arroser, on va créer avec la monnaie, en créant de la monnaie on va créer des emplois. Ce n'est absolument pas la théorie économique ne nous enseigne pas ça. Donc tout ce qu'on va créer au final, ce sont plus de riches, et tout cet argent il va arroser les riches. Et aujourd'hui vous regardez le patrimoine du 1%, c'est qui? C'est pas des gens comme tu dis, c'est pas des gens qui font des bains de champagne ou ce genre de choses. C'est pas des gens qui ont des grosses Cadillac dorés et autres. C'est pas spécialement les rois du pétrole. Ce sont des patrons d'entreprises qui ont plein d'actions. Ce sont des Bill Gates, ce genre de gens qui ont aujourd'hui un patrimoine en actions, et effectivement ces actions se retrouvent complètement dopées par les QE, et après pouf, ils deviennent riches. Effectivement, vous arrosez les marchés financiers avec de l'argent, vous créez des riches, vous créez pas des emplois. Alors après, très concrètement, si je me souviens bien de ce que j'ai lu, Mario Draghi compte racheter des créances de dette publique que possèdent les banques actuellement. Donc ce serait pas des créances d'entreprise, mais ce serait des créances sur la dette publique. Mais enfin bon, l'effet est plus ou moins le même. Voilà, on va arroser les grosses banques. On va arroser les grosses banques au lieu d'arroser le CAC 40. Ça va, et Dieu sait que les grosses banques et les personnes qui y travaillent, c'est exactement le 1% qu'on décrit, quoi. D'un côté, on dit c'est hallucinant qu'ils gagnent tellement d'argent, qu'ils s'enrichissent, alors que le reste de la société s'appauvrit. Concrètement, on engage des politiques qui ont exactement cet objectif, qui ont exactement ces conséquences-là. Donc, comme tu le dis, c'est très hypocrite. Voilà, c'est très hypocrite. C'est-à-dire que si on voulait vraiment mettre sur la table le sujet des inégalités, un des premiers trucs qu'on peut faire, c'est parler de la politique monétaire, effectivement. Et ça, c'était un peu le premier point qu'on voulait à penser. On peut parler aussi d'autres politiques d'État qui permettent de favoriser ce fameux 1%. Il y a les subventions diverses et variées aux entreprises. Moi, j'aime beaucoup la formule de Alain Madelin, qui disait que voilà, c'est vraiment de l'assistanat d'entreprise, en fait. Il y a une vraie facture en France, c'est celle de l'assistanat des entreprises. Et il y a un terme aux États-Unis, alors qu'on pourrait traduire comme moi je traduis ça comme la sécurité sociale des entreprises, et je trouve que c'est vraiment approprié. C'est-à-dire qu'on a un système dans lequel on va prélever l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise, mais derrière on va leur rendre en subvention et en toutes sortes de choses, que ce soit après des barrières protectionnistes, des crédits d'impôt, tout ce genre de choses. On va leur rendre encore plus que ce qu'on leur prête au début. Et encore une fois, c'est un système dans lequel on prélève on prélève 1 euro dans la poche gauche et puis on redonne 3 euros dans la poche droite. Et ça, qui est-ce qui en profite? Pas les salariés, pas les gens, mais encore une fois les patrons d'entreprise qui sont les premiers à bénéficier de toutes ces largesses. Ouais, d'après ce que dit Alain Manin, il y a 150 milliards de subventions
aux entreprises en France. Alors après, voilà, ça prend pas en compte, en plus de ça, toutes les barrières réglementaires. Oui. Parce que le patronat, enfin, les grandes entreprises de manière générale, bénéficient d'innombrables réglementations que eux peuvent se permettre de payer, mais qui nuisent aux plus petites entreprises qui, elles, ne peuvent pas se permettre de les payer. Donc ça concentre les entreprises dans les, il y a d'un côté les très petites et de l'autre côté les très hautes qui peuvent se permettre de payer toutes ces réglementations innombrables. Et les autres ne peuvent pas, donc voilà, c'est aussi des barrières réglementaires qui empêchent, qui favorisent du coup indirectement les entreprises qui ont moins à faire à la concurrence. Et peut-être juste deux petites remarques pour nuancer déjà. Donc effectivement, quand on parle de 140 milliards, donc à ma connaissance, alors aujourd'hui, on s'approche peut-être des 250, mais à ma connaissance aujourd'hui, c'est 140. Quand on parle de ça, c'est pas que des subventions, c'est le mélange subventions et crédit d'impôt. Mais comme tu le dis, comme c'est un système qui favorise les grosses entreprises au détriment des petites, ça c'est quelque chose dont on a parlé abondamment, hein, le fait que quand on est une petite entreprise, c'est beaucoup plus difficile de se tenir au courant de ce qui se passe, de quelles sont les réglementations, de comment est-ce qu'on peut un peu essayer d'éviter certaines taxes et profiter, bénéficier de tout ce qui est crédit d'impôt et autres. Donc c'est pour ça il faut bien parler des subventions et des crédits d'impôt, parce que tout ça, ça atterrit dans la poche des mêmes personnes. Et donc on se retrouve dans une situation, c'est pour ça c'est une sécurité sociale à l'envers, c'est-à-dire qu'on va taxer toutes les entreprises, mais on va financer des programmes qui vont bénéficier plus particulièrement aux très grosses entreprises qui seront, elles, capables de faire jouer tous ces crédits d'impôt, de faire jouer ces subventions. C'est ce que les Américains aiment appeler le crony capitalism. En français, Voilà. on peut traduire ça à peu près par le capitalisme de connivence, où voilà, c'est pas du vrai capitalisme, où C'est le du succès, corporatisme. c'est ton succès est lié à la mesure à quel point tu arrives à obtenir des largesses et des privilèges de la part de l'État. C'est pas du capitalisme où tu ne réussis que lorsque tu as du succès auprès de tes clients. Non, ici, tu réussis quand tu as les bonnes connexions. Et c'est très visible dans un pays comme la France, parce que si vous regardez aujourd'hui un peu quelles sont les personnes les plus riches, et là, pour une fois, les États-Unis, c'est quand même beaucoup moins flagrant. C'est-à-dire que vous regardez les personnes les très riches aux États-Unis, vous avez quand même beaucoup de gens qui, il y a 50 ans, n'étaient rien, entre guillemets, et vous avez quand même des gens comme Bill Gates et autres, et c'est pas une exception. Il y a vraiment beaucoup de riches qui sont partis de rien, que ce soit, je sais pas moi, là, qui est décédé maintenant, mais il y avait Steve Jobs, le fondateur d'Oracle, etc. Par contre, si vous regardez en France, je veux dire, en France, là, les milliardaires français, ce sont tous des héritiers ou des gens, des Martin Bouygues, des gens qui profitent de toutes les largesses d'État. Ce sont des gens, Martin Bouygues vit de la dépense publique, il faut le dire, et c'est quelqu'un qui est pas vraiment à plaindre aujourd'hui. Je pense qu'il vit quand même assez rondement. Ouais, c'est particulièrement visible en France. Ces inégalités qui ont cessé d'augmenter sont particulièrement visibles en France, là où justement on a un État omnipotent. Est-ce que l'un et l'autre seraient liés ? Bah, toi et moi, on pense clairement que oui. Alors après, c'est toujours surprenant quand on en a. Cette étude, elle a fait beaucoup de bruit et il y a beaucoup de socialistes qui sont montés au créneau. Oui, ça montre bien qu'il faut renforcer le poids de l'État, les services publics, la gratuité. Voilà, il faut que l'État fasse ceci, il faut que l'État fasse cela. Mais les mecs, regardez la situation actuelle. Justement, on est en plein dedans. On est l'État omnipotent et large et qui intervient à tort et à travers. Il est là aujourd'hui et les conséquences sont exactement celles que vous décriez. Et juste pour donner un chiffre, vous regardez il y a 60 ans, concrètement il y a 60 ans aux États-Unis, il n'y avait pas de sécurité sociale. Je sais plus exactement, enfin j'ai plus la date exacte quand est-ce qu'elle a été mise en place, mais grosso modo il y a 60 ans il y avait zéro sécurité sociale. Aujourd'hui la sécurité sociale aux États-Unis ça représente 25% du PIB. Donc on est passé de 0 à 25. C'est quand même énorme, un quart du PIB en redistribution. La question c'est est-ce qu'aujourd'hui les inégalités elles ont été creusées ou est-ce qu'elles ont été réduites ? Ouais. Je crois pas qu'elles aient été très réduites. Ouais. Voilà, effectivement. Et ce qu'on voulait aussi aborder, c'était donc, on vous a parlé un peu de comment est-ce que le fameux 1% profite de toutes les largesses de l'État et de bénéficie qui est un État très complexe et très gros qui dépense à tout va. Mais c'est la question aussi, c'est comment est-ce que le 99%, comment est-ce que les gens, les citoyens, les travailleurs sont, s'appauvrissent à quelles sont les actions de l'État qui font que aujourd'hui il est beaucoup plus difficile de faire partie de ces 99%. Alors d'abord, on pourrait commencer par évoquer toutes ces réglementations qui empêchent l'entrepreneuriat de justement des plus pauvres, ces pauvres qui pourraient, avec un petit capital, commencer à monter leur business, grimper lentement mais sûrement sur l'échelle sociale. Mais il y a des tonnes de barrières qui empêchent ce genre de choses. Je veux dire,
pour devenir taxi, ça demanderait pas grand-chose. Il suffit d'avoir une voiture. Presque n'importe qui pourrait commencer à se lancer, devenir taxi, créer son petit business. Eh ben non, il faut une licence qui coûte un prix prohibitif. On empêche, voilà, les petites gens à pouvoir créer des jobs, se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, d'innombrables barrières comme ça. Pour devenir coiffeuse, il faut un CAP coiffure. D'innombrables barrières, des réglementations comme ça qui empêchent l'entrepreneuriat, des techniques et de l'entrepreneuriat qui pourraient justement permettre aux pauvres de se sortir de leur situation. Et la question des taxis, on en avait déjà parlé abondamment, donc on va pas vraiment revenir là-dessus, mais juste pour bien préciser, ce dont on parle, le problème, ce n'est pas, je sais pas moi, des questions de sécurité ou je ne sais quoi. On parle bien d'une barrière qui est purement financière et qui n'a aucune logique de sécurité derrière. On met des contraintes. Tu parles par exemple, pour être coiffeur, tout ce qu'il faut pour être coiffeur. Bon, je veux dire, c'est quoi le risque? Vous allez faire une mauvaise coupe à quelqu'un, vous allez mettre du shampoing dans les yeux. Que les gens soient mal coiffés. Voilà, il faut mettre ça en face. C'est-à-dire que quand on parle un peu des réglementations qui des fois sont absolument ahurissantes, ça sont pas justifiées. C'est-à-dire que on a des gens, c'est juste absolument. C'est purement du corporatisme, ouais. Voilà. Et ce qui va aider effectivement les existants, le système de licence au taxi, il est pas là pour assurer la sécurité des clients, il est là pour assurer une rente aux personnes qui sont installées. On a eu le débat. Ouais. Et on a eu le débat aussi il y avait eu un débat il y a quelques mois sur par exemple, les professions réglementées de type notaire, de type pharmacien. Moi, je vous invite juste à faire un simple constat. Regardez aujourd'hui, si vous voulez acheter quelqu'un qui veut se lancer en tant que pharmacien, qui veut acheter un fonds de commerce existant ou autre, vous regardez un peu les prix, puis après vous allez comparer à quelqu'un qui veut acheter un fonds de commerce d'une boulangerie. Et étonnamment, ça va coûter beaucoup plus cher. Bah oui, effectivement, quand vous avez tout un système de rente qui s'installe, ça profite à une élite. Je veux dire, les notaires, parlons des notaires. Je pense pas que ce soit des gens aujourd'hui qui soient vraiment à plaindre sur le plan financier. Et ça, on peut me donner toutes les justifications qu'on veut sur la complexité du métier de notaire ou autre. Bah encore une fois, c'est une barrière purement économique qui n'a aucune justification pour des raisons pour des raisons professionnelles ou pour des raisons de sécurité ou de qualité de service. C'est juste une barrière économique à l'entrée. Et donc, j'allais dire, d'un côté, on a toutes ces barrières qui empêchent la création d'entreprises, et de l'autre, on a un chômage de masse qui, comme tu voulais le rappeler, n'est pas fortuite, c'est réellement un choix politique. Oui. Et alors juste précise, donc la raison pour laquelle c'est important de parler du chômage, c'est parce que vous avez aujourd'hui en France plus de 5 millions de personnes qui vivent, qui n'ont pas d'emploi. Je veux dire, c'est ça qui tire dans un pays comme la France. Qu'est-ce qui tire le problème des inégalités vers le bas, c'est que vous avez toutes ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'emploi du tout et à qui on va dire, au lieu d'avoir un emploi qui est peut-être pas top, tu ne vas pas en avoir du tout. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Et ceux qui ont des emplois vont essayer à tout prix de ne pas bouger, de garder leur emploi. Ils auront aucune marge de négociation avec leur patron. Ils seront coincés dans leur emploi. Ils ne monteront pas sur l'échelle sociale. Donc même les employés au SMIC, ils ont très peu d'espoir pour monter sur cette échelle sociale. Donc ça les tire réellement, ça tire l'ensemble de la société vers le bas. Cette chômage de masse. Et comme tu voulais expliquer, voilà, c'est pas fortuit en fait. Ouais, c'est un pour être très clair. Le chômage de masse, c'est un choix politique. Je pense qu'il faut juste faire le simple constat. Vous regardez en Europe, on a tout un tas de pays avec des taux de chômage qui varient. Je veux dire, ça va de 3% à 25%, si ce n'est plus. Donc, sur des situations économiques, on peut me dire qu'elles sont différentes, mais enfin, on n'est pas en train de comparer à la France avec le Bangladesh. On est en train quand même de comparer, je sais pas moi, parlons de la Suisse, parlons de l'Allemagne, parlons de l'Autriche, parlons du Royaume-Uni. Ce sont des pays, et même dans une certaine mesure, alors en Irlande, il y a un chômage qui est très fort. Moi, je peux vous dire, parce que je suis les chiffres de très près, c'est quand même le chômage a fortement baissé sur les derniers mois. Donc, permettez-moi vraiment d'insister sur le fait que le chômage, c'est un choix politique. C'est-à-dire qu'on veut prendre des mesures. Il y a des politiques qui auront le courage de prendre les mesures pour faire baisser le chômage, et il y a les nôtres apparemment. Et il y a vraiment des pays tout à fait comparables aux nôtres qui n'ont pas ce problème. Ouais, très concrètement, les protections à l'emploi, on sait très bien, voilà, l'emploi en France est très 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 protégé. Les CDI, c'est une fois qu'on entre dans un CDI, il est très 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 difficile de se débarrasser d'un employé. Mais qu'est-ce que ça a pour conséquence? On prend ces réglementations-là au prix d'un chômage de masse. Et les politiciens, je pense pas qu'ils sont pas dupes, ils sont pas innocents, ils savent très bien seulement c'est un coût politique trop important de dire qu'on va en terminer avec ce système-là de protection.
Oui. Et ce qui a un coût. Oui, voilà, ce qui a un coût parce que du coup, ça tire. Ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que derrière toutes ces choses-là, ça tire les salaires vers le bas. C'est que toutes ces politiques, ces mauvaises politiques ont un coût social parce que, bah, effectivement, les salaires, ça tire vraiment le niveau de vie vers le bas des travailleurs. Et on peut aussi penser au salaire minimum parmi les grosses réglementations qui nuisent particulièrement aux pauvres. En quoi un salaire minimum, voilà, obliger les employeurs à fournir un salaire au-dessus du salaire naturel de marché, évidemment ça va créer du chômage. Enfin, je veux dire, et là encore une fois, c'est pas juste une théorie libérale farfelue. Je veux dire, il y a des tonnes d'études qui ont été faites. Ça fait partie des choses, voilà, Oui. Que les économistes reconnaissent largement. Quand on fixe un prix de manière arbitraire, le salaire est un prix. Forcément, on crée en l'occurrence des pénuries, une pénurie de travail, il y a une surabondance de travailleurs qui offrent leur travail et qui ne trouvent pas d'offres en face. Oui. Et pour être vraiment très quand on met en précis place un là-dessus. salaire minimum, voilà, ça nuit exactement à ceux à qui on veut bénéficier. Et pour appuyer ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qui est admis par absolument tous les économistes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fixer un salaire. Si vous mettez en place un salaire minimum, ça aura forcément des effets sur l'emploi. Après, le débat parmi les économistes, c'est à quel niveau, à quel point, voilà, à quel point est-ce que on a des effets négatifs plus importants que les effets positifs. Mais tous les économistes sont d'accord pour dire que le salaire minimum a des effets peut-être positifs sur les salaires, mais a aussi des effets négatif sur l'emploi et que toute la difficulté du salaire minimum, c'est de trouver un peu un équilibre entre ces deux poids. Mais vraiment, sinon tous les économistes sont d'accord sur le fait que le salaire minimum appuie sur le chômage. Et là, voilà, c'est pas effectivement ce qu'on vous raconte là, ça n'a rien de vraiment sorcier. Oui, c'est pas une théorie libérale farfelue. Et ça nuit particulièrement aux plus pauvres. Encore une fois, c'est une politique qui très directement nuit à ceux qui ont peu d'éducation, peu de compétences, qui pourraient se former en obtenant un emploi. Bah là, on leur empêche d'obtenir un emploi au départ qui pourrait les former. Et à l'échelle sociale, bah, on casse les deux premiers barreaux. On place le premier barreau de l'échelle sociale, il est très très haut et donc très difficile à obtenir. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le salaire minimum, faut bien comprendre, empêche aux personnes les moins qualifiées d'accéder à leur premier emploi. Vous vous enfermez, vous vous retrouvez dans un système de trappe, vous enfermez les moins qualifiés à l'extérieur du monde de l'emploi. Et ça, vous pouvez pas dire, on peut pas vraiment dire que ce soit une mesure sociale pour aider les plus pauvres. Après, autre politique dont on voulait parler rapidement, qui nuit encore une fois aux plus pauvres, aux plus faibles, la prohibition des drogues. Quand on regarde concrètement dans ses effets, elle touche réellement les plus pauvres de la société. C'est pas les cadres sup qui prennent de la coke dans leur job qui vont se faire choper et se prendre en prison. C'est les plus pauvres qui fument du cannabis dans leur coin sans rien demander à personne. C'est eux qui vont se faire enlever, c'est eux qui vont aller se faire punir et se prendre des années de prison. Oui, et vous voulez le mentionner parce que ça a des implications, c'est des ramifications qu'on ne soupçonne pas vraiment. Juste pour en donner une par exemple, quand vous avez tout un système de trafic de drogue qui se met en place, derrière vous avez dans un pays où c'est illégal comme malheureusement dans la plupart des pays occidentaux, vous avez derrière tous les problèmes de violence qui accompagnent. Et donc vous allez dans certains quartiers. Je veux dire, en France, vous avez des quartiers où vous avez un très fort trafic de drogue. Bah, qu'est-ce qui se passe? Quel constat qu'on peut faire? Ce sont des quartiers dans lesquels il y a des gros problèmes de délinquance, des gros problèmes de violence. Et ceux qui en pâtissent le plus, bah, ce sont des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, hein, et qui vivent dans ces quartiers-là parce qu'ils n'ont pas spécialement beaucoup le choix et qui se retrouvent dans des environnements qui sont absolument pas propices au développement personnel, qui les empêchent de s'investir plus, je sais pas moi, dans leur développement personnel, développement de carrière, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous le mentionne et ça a des ramifications très larges. Ça profite à quelques cartels qui se font vraiment une fortune là-dessus. Et ça n'aide absolument rien. Ça nuit aux plus pauvres, surtout aux utilisateurs les plus pauvres. Et après, c'est à relativiser encore. En France, c'est vrai, mais dans une moindre mesure par rapport aux États-Unis, par exemple. C'est un cas qu'on connaît toi et moi. Très criant, bien. voilà. Et là, c'est très criant là-bas, ouais. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on voulait le mentionner. Effectivement, si on demande c'est quoi la raison que le 99% des gens s'appauvrissent, bon, on va pas vous dire la drogue, mais vous voulez quand même le mentionner parce que ça mine fait de rien, raisons, ouais. Voilà, ça fait partie des raisons. Et mine de rien, c'est quelque chose qui tire vers le bas. Et enfin, dernière politique, et là vraiment c'est à mon avis très important par rapport au maintien et au renforcement des inégalités, c'est l'éducation nationale. Ce qui est un vrai désastre en France, ça on connaît bien. On l'a mis en dernier, mais en fait c'est le plus important. Et juste faire
un constat très simple, c'est-à-dire que vous regardez en France, on a un système d'éducation qui est absolument socialisé. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres termes qu'on puisse utiliser pour le qualifier. Vous avez d'un côté les écoles publiques qui sont à 100% financées par l'État, et à côté de ça, vous avez une minorité d'écoles privées qui sont à 80% financées par l'État. Et qu'est-ce qui est privé réellement ? Bah, concrètement, les cours de catéchisme, les bâtiments et la cantine. Mais à part ça, ce sont des professeurs qui sont payés qui sont directement payés par l'État. Et donc, et on c'est est des dans programmes un système... choisis par l'État, et Voilà, c'est des horaires absolument. choisis par l'État, enfin, de A à Z, l'organisation, mis à part peut-être le recrutement des profs et les cours de catéchisme, mais mis à part ça, c'est entièrement centralisé au niveau de l'État. Et devinez quoi, ça, le résultat, on a un jeune sur 5 aujourd'hui qui est sans emploi et sans diplôme. Et qui est en situation risque de pauvreté selon l'INSEE. Et je trouve que c'est un chiffre qui est absolument affolant. C'est-à-dire que on nous a dit il faut absolument avoir un système d'éducation nationale géré par l'État parce que sinon on va avoir des pauvres. Ok, on a mis en place un système d'éducation nationale complètement nationalisé, complètement socialisé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des taux de pauvreté. On a un taux de pauvreté qui est absolument ahurissant. Que n'ont pas les autres pays européens qui sont juste en face de chez nous. Et moi, ça m'amuse parce que très souvent, quand je parle du fait qu'il serait grand temps de mettre fin à l'éducation nationale et de privatiser tout ça, on me répond, mais non, mais t'imagines pas, les riches vont en profiter, c'est les pauvres qui en pâtiront. Mais regardez aujourd'hui, c'est exactement ça. Les pauvres souffrent d'une éducation pathétique et désastreuse dans des conditions terribles avec du matériel dégradé, des bâtiments dégradés, des profs non motivés. Et à l'inverse, les riches ont accès aux meilleures écoles, à Henri IV, Louis le Grand. Ils ont pas de soucis à ce niveau-là. Et encore une fois, ça maintient la reproduction sociale, c'est fait partie des grands outils d'État qui favorisent les riches et nuisent aux pauvres. Les pauvres sont maintenus dans une éducation qui ne leur donnera pas d'avenir, qui ne leur permettra pas de grimper l'échelle sociale, et les riches, eux, à l'inverse, ont accès à tout ce qu'il leur faut sans aucun souci. C'était notre 10e épisode votre podcast hebdomadaire Free Lunch. On souhaitait tous vous remercier pour votre fidélité. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver toutes les semaines. Et comme d'habitude, donc n'hésitez surtout pas si vous voulez nous retrouver, c'est sur le FrenchLibertarien.fr. Vous pouvez aussi vous abonner sur SoundCloud pour recevoir votre nouveau podcast tous les jeudis. Nous sommes aussi disponibles bien entendu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser à un compte as.fm dont le lien est fourni dans la description. Et on espère pouvoir vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Au revoir.